Parole d'expert, c'est l'émission qui donne la voix au monde de la recherche scientifique en agriculture. Aujourd'hui, nous recevons Madame Bintou Diop, ingénieure agronome. Elle a débuté sa carrière dans la recherche agronomique pour INRA France et le groupe Roulier, pour ensuite travailler sur les affaires réglementaires. Aujourd'hui, elle est consultante pour l'homologation des produits phytosanitaires, principalement dans l'Union européenne. Cette émission est sponsorisée par Assol, leader des engrais foliaires et granulés au Sénégal. Bonjour et bienvenue. Je suis Bintou Diop, ingénieure en agriculture et je travaille aujourd'hui dans la réglementation des pesticides en France. C'est avec un grand plaisir que je vais vous parler de ce sujet sur lequel je travaille spécialement sur les dossiers biologiques d'homologation. Je remercie Mohamed Sek de Massagri qui m'a invité à parler de ce sujet-là à travers le réseau Sonoumbaye. Donc, à l'issue de cette présentation, on devrait pouvoir tous comprendre qu'est-ce qui est à la base des dossiers d'homologation, comment est-ce que sont évaluées les données qui sont incluses dedans. Pourquoi est-ce que c'est important de porter des équipements de protection individuelle? Quelles sont les mesures d'atténuation pour limiter les effets des pesticides sur l'environnement et sur les organismes non cibles, bien sûr? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une réglementation adapté au niveau local pour la vente des pesticides et l'importance que cela a dans la préservation de la santé et des ressources naturelles. Donc, pour commencer, nous allons faire un rappel sur quelques définitions. D'abord, qu'est-ce qu'un pesticide? Donc, un pesticide, le terme est divisible en deux mots. Donc, le terme peste qui signifie ravageur ou nuisible et le suffixe cide pour dire éliminer ou la mort, donc pesticide pour dire tout produit qui permet d'éliminer des ravageurs cibles. On l'utilise souvent pour indiquer des produits phytosanitaires utilisés en agriculture, mais c'est beaucoup plus large que ça. En élevage, les produits utilisés contre les parasites pour les animaux sont inclus dans les mots pesticides. Il y a également tout ce qui est utilisé en industrie, par exemple les produits qu'on utilise pour la conservation du bois quand on cherche certains organismes comme les termites par exemple, ou bien quand mes cousines yayennes ont des poux dans les cheveux, ils utilisent des shampoings anti-poux comme utilisation domestique. Au fait, tout ça, c'est des produits qui sont inclus dans les pesticides. Voilà. Quand on a un pesticide, il y a ce qu'on appelle la substance active, donc qui est la principale matière active, on dit parfois, qui fait au fait le boulot pour lequel on souhaite utiliser la substance, on souhaite utiliser le produit. Donc c'est cette substance-là qui exerce l'action générale recherchée. Après, il y a la formulation, donc qui est le produit tel que vous l'achetez chez un distributeur agréé, comme Massagri par exemple. La bouteille qu'on vous vend contient en plus de la substance active ou les substances actives, parce que parfois il y en a qui sont des mélanges de plusieurs substances actives avec ce qu'on appelle des coformulants, qui sont des produits inertes, qui n'ont pas d'action sur la cible, mais qui peuvent être là pour jouer sur la stabilité du produit ou bien permettre un meilleur recouvrement quand on va traiter le produit.
Donc, quelques éléments généraux du moins. Il faut comprendre que dans le monde, de manière générale, les autorités qui évaluent les demandes d'homologation ou autorisation de mise sur le marché, je vais parler d'AMM au cours de la présentation. AMM qui veut dire autorisation de mise sur le marché. Donc, avant d'être mis sur le marché, les produits vont être évalués, hein. Il y a un dossier qui va être déposé auprès des autorités compétentes et ce dossier-là comprend principalement deux parties, si on peut dire. Donc, la première partie qui va évaluer l'intérêt du produit. Donc, j'ai un produit qui permet de lutter contre telle maladie pour les cultures. Donc, on va vérifier si cet intérêt-là est avéré, hein. Est-ce que le produit va permettre de faire ce pourquoi le demandeur veut le mettre sur le marché? Une fois que cet intérêt est vérifié, on va regarder dans les conditions qu'on souhaite le mettre sur le marché, est-ce que il n'y a pas de risque lié à l'utilisation sur le plan de la santé, sur les résidus et notamment leur impact sur la sécurité des aliments qui vont être consommés derrière, sur l'environnement, parce que le produit va être appliqué sur les cultures, mais peut aller dans différents compartiments de l'environnement. Et au niveau physico-chimique, hein, ça c'est par rapport aux propriétés de la substance ou du produit. Est-ce qu'il y a aussi des méthodes d'analyse qui vont permettre de quantifier le produit aussi bien avant qu'il soit appliqué qu'après application sur les différentes matrices? Est-ce qu'on pourra retrouver les traces de ce produit-là, que ce soit dans l'air, dans le sol, dans l'eau, etc. Ça, c'est pour des fins de contrôle ou de monitoring, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui est évalué? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semblait important de définir qu'est-ce que le risque. Le risque, il est fonction du danger et de l'exposition. Vous pouvez voir sur cet exemple Monsieur Sénance du haut de sa falaise qui risque de tomber. Donc, le danger, c'est qu'il tombe et qu'il se fasse mal, se blesse ou au pire, il perde la vie. À côté, on a par exemple Mariama qui est plus prudente, qui va mettre des barrières du haut de sa falaise et donc qui limite le risque de tomber. On verra du coup par cet exemple-là que réduire le risque serait donc de réduire le danger ou l'exposition. De manière analogue, au fait, un produit qui va être comporter des dangers va présenter moins de risques si on limite l'exposition euh, et, euh, les différents dangers qu'il peut présenter. Voilà. Alors, de manière générale, les manières d'évaluer, les procédures d'évaluation des produits sont fixées par des règlements, soit régionales, soit nationales. Donc, au niveau mondial, il y a la FAO, donc l'Organisation internationale, qui a défini des directives donc qu'on peut trouver facilement sur Internet, hein, la boîte à outils pour l'homologation des pesticides qui sont destinés aux pays et qui donnent des consignes aux différents États selon les moyens dont ils disposent, les meilleures manières de procéder pour homologuer les produits chimiques dans leur pays. Voilà. Donc moi, je vais beaucoup parler du règlement européen, du coup, qui est le règlement que je maîtrise le mieux. Donc, au niveau européen, il y a l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, hein, qui s'appelle l'EFSA, qui coordonne au fait
toute la procédure d'homologation des substances actives qui y est basée sur la réglementation du 11 juillet 2009 qu'on appelle la 1107 qui fixe au fait le cadre d'homologation des produits phytopharmaceutiques mais aussi des adjuvants. Et au niveau européen, si la substance active n'est pas autorisée, il faut savoir que on ne peut pas demander une homologation de produit, sauf dérogation en fait. Mais de manière générale, il faut d'abord que la substance active soit autorisée. Une fois que c'est autorisé, un applicant ou bien un demandeur peut aller demander au niveau national une AMM suivant aussi l'ampleur de l'utilisation, l'importance au fait de l'usage qu'il souhaite demander, les possibilités de contrôle derrière et les exigences, que ce soit pour les substances actives ou pour les formulations, sont définies dans des règlements spécifiques. Donc la 283 pour la substance active et la 284 pour les produits formulés. Et les processus d'homologation se basent sur des évaluations scientifiques, donc des données qu'on peut évaluer et qui soient traçables et crédibles. Donc, et d'habitude, les homologations sont acceptées que si l'évaluation des risques passe, c'est-à-dire que le produit présente des risques acceptables aussi bien pour l'homme que pour l'environnement. Alors, pour demander une AMM, le demandeur va spécifier quand même certains éléments. Il s'agit de la fonction du produit qui dépend du type de cible. Si on vise les mauvaises herbes, par exemple, ce sera un herbicide. Hein. Si c'est les insectes ou les acariens, on parlera d'insecticide ou d'acaricide. Et si c'est pour contrôler au fait des croissances indésirées hein, de la culture ou des arbres, ce sera un régulateur de croissance par exemple. Donc l'usage du produit, ça va être le couple culture et la cible, le ravageur ou un groupe de ravageurs. Par exemple, on peut viser manguier, mouche blanche ou manguier, cochenille. Dans ce cas-là, ça, c'est l'usage du produit. C'est le couple entre la culture et le type de ravageur ciblé. On a également, ça peut être également céréales, des herbages par exemple. Ça, c'est vraiment l'usage du produit. Après, il y a le type de produit revendiqué qui est lié un peu au système de culture hein, que le producteur veut ou a choisi de faire. Donc, dans le système conventionnel, pratiquement tous les produits sont utilisables. Après, il y a les produits qualifiés de biocontrôle qui sont souvent des produits d'origine naturelle. Ça peut être des produits issus des végétaux. Hein. On pense là, par exemple, aux huiles végétales. Il y a également des produits d'origine animale ou bien qui sont faits à base de micro-organismes, par exemple, qui se basent au fait sur des mécanismes naturels hein, qui existent dans la nature, relation entre prédateurs et proies, ou les mécanismes de reproduction des ravageurs. C'est le cas des phéromones, par exemple. Après, il y a aussi des produits qualifiés d'utilisables en agriculture biologique. Et donc, tout ça, ça peut dépendre également de règlements spécifiques parce que depuis 2022, il y a une nouvelle réglementation qui s'applique en Europe pour l'agriculture biologique. C'est le règlement 2018-848 là. En France, par exemple, également, les produits de biocontrôle sont bien spécifiés. Le ministère de l'Agriculture publie et met à jour la liste des produits qui sont qualifiés de produits de biocontrôle. Il y a même un plan, le plan Ecophyto, hein, qui encourage les producteurs à réduire le type de produit conventionnel, les
pesticides de synthèse et à utiliser davantage des produits de biocontrôle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est évalué? Donc, j'avais dit plus haut que dans un premier temps, on va mesurer l'intérêt du produit. Et cet intérêt-là, il est évalué à travers le dossier biologique d'homologation ou dossier d'efficacité qui nécessite, au fait, dans le règlement européen, il y a un nombre d'essais qui est fixé. D'habitude, ça dépend également du statut de la culture. Est-ce que c'est une culture majeure, c'est-à-dire une culture importante au niveau, en termes de surface cultivée dans le pays, ou le ravageur aussi? Est-ce que c'est un ravageur important? C'est ça qui va permettre de déterminer si l'usage est mineur ou majeur. En France, il y a par exemple un catalogue des usages qui définit tous les différents usages qu'il peut y avoir dans l'utilisation des pesticides. Dans ce dossier d'efficacité également, les essais générés devront pouvoir permettre de définir le positionnement de l'application par rapport aux ravageurs. Quelle est la période où la plante est plus sensible, ou bien est-ce que c'est tout au long de la culture que c'est sensible? Ça va permettre de définir en fait le stade propice pour appliquer. Est-ce que c'est par rapport à la culture? Souvent, c'est par rapport à une échelle standard qu'on appelle l'échelle BBCH ou calendaire, hein, de tel mois à tel mois, si c'est des périodes de sensibilité où on peut retrouver le ravageur ou bien le problème qu'on vise à résoudre. Il y a également à préciser si le traitement va être en préventif ou en curatif, c'est-à-dire après l'infestation. Dans ce dossier également, on va pouvoir déterminer la dose minimum efficace, c'est-à-dire dans les essais, on va par exemple tester plusieurs doses et voir quelle est la dose qui va permettre d'avoir un niveau d'efficacité suffisant. D'habitude, c'est 60% de la dose visée. La dose visée est deux fois la dose visée. Ce qui va permettre également de mesurer des problèmes éventuels de phytotoxicité. La phytotoxicité, c'est un peu comme les effets indésirables des médicaments. Donc, c'est par exemple, ou sur la transformation, est-ce que le traitement va avoir, par exemple, des effets sur la panification. Si, par exemple, on traite le produit avec le blé, on va regarder également si ça a un impact sur la transformation, etc. Les problèmes de phyto, ça peut être en pratique, ça peut être parfois une décoloration des feuilles ou bien un tassement de la culture. Tout ça, ça peut être des symptômes, au fait, qui vont être liés au traitement phytosanitaire qu'on va caractériser pour définir, en fait, en fin de compte, la bonne pratique agricole, c'est-à-dire les conditions, les meilleures conditions, les conditions optimales qui vont présenter les meilleurs résultats en fait dans l'utilisation du produit. Il faut aussi savoir qu'il y a des directives comme des méthodes EPO ou CEB qui permettent d'avoir des protocoles bien définis suivant le ravageur ou la culture visée. Et, et les réglementaires également demandent à ce que ces essais-là soient faits par des instituts qui soient certifiés BPE, c'est-à-dire bonne pratique expérimentale.
Là, je vous ai donné un exemple d'un tableau de bonnes pratiques agricoles. Ça, c'est un dossier herbicide hein, qui a été déposé en France. Vous voyez le tableau là, ça va être le résultat du dossier biologique. On va pouvoir bien définir les cultures qui sont visées, la zone. Il faut savoir qu'au niveau européen, on a différentes zones réglementaires qui partagent au fait des spécificités. Hein. Parfois, c'est des spécificités et des points communs, en fait. Donc, on peut se mettre en dossier en même temps pour faire une évaluation zonale, en fait. Et par exemple, la zone sud, c'est France, Espagne, Italie, Grèce. On peut se mettre en dossier commun pour ces pays-là. Après, il y a les conditions d'application. F si c'est un field en plein champ. G comme greenhouse, au fait, sous conditions contrôlées, donc sous serre. Les types d'adventices ou de mauvaises herbes ciblées. Après, le plus important, c'est les conditions d'application, donc le nombre d'applications, le stade d'application, comme je disais plus haut, le stade BBCHT culture. Donc ça, c'est le stade de culture où il faut mettre le traitement en pratique et la quantité de substances actives apportée quand on applique le produit. Ça, c'est l'élément le plus important, en fait, l'expression de la dose là, parce que c'est ça qui va permettre, c'est sur ça que sur ça que on va baser l'évaluation du risque. C'est cette dose-là sur laquelle va se baser toute la suite, au fait, qui va être présentée sur l'évaluation du risque. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est évalué? Donc, j'avais dit plus haut, comme le risque est fonction du danger et de l'exposition, avant de pouvoir la mesurer, il faut d'abord caractériser le danger. Donc, le danger, c'est d'abord au niveau du produit lui-même. Ça, on va le voir avec les études physico-chimiques. Si, par exemple, le produit, il est inflammable, ça c'est un danger physique, par exemple, qu'il faut voir comment faire pour limiter ce risque-là lié aux propriétés physiques intrinsèques du produit. La stabilité au stockage, ça, c'est des études qui permettent de voir sur combien de temps on peut garder le produit dans son emballage. D'abord dans des conditions normales hein, de température et quand il fait trop chaud. Donc ça, c'est des études de stabilité accélérée. D'habitude, on le fait à 54 degrés. Aussi, s'il fait trop froid également, comment est-ce que le produit va se comporter s'il est congelé et décongelé, par exemple, pour marquer sur l'étiquette les bonnes conditions de stockage. Ça, c'est très important hein, parce que ça permet également de définir combien de temps est-ce que le produit peut être gardé chez vous et garantir une bonne efficacité. Il y a également les études de compatibilité avec le matériel de l'emballage. Souvent, c'est des produits qui sont vendus dans des dans des matériaux en polyéthylène, donc le plastique. On va faire des études de stabilité dans le plastique, par exemple. Est-ce que c'est compatible ou bien avec tout autre matériel que le demandeur souhaite utiliser pour mettre le produit sur le marché. Parfois, vous voyez sur des produits comme certains qui contiennent le glyphosate, par exemple, c'est marqué de ne pas les mettre dans des matériaux métalliques. Hein, parce que c'est pas compatible avec les métaux, par exemple. C'est pour ça, c'est important également de pas mettre les produits dans des emballages sur lesquels ils ont pas été autorisés. C'est souvent interdit de les déverser au fait dans d'autres contenants différents de ceux avec lesquels ils vous ont été vendus. Voilà.
Donc, après les études physico-chimiques, on va voir tout ce qui est études de toxicité et écotoxicité aiguë. Donc, aiguë pour les études de toxicité à court terme, contact, si le produit touche la peau ou les yeux, hein, oral, quand on ingère le produit, au fait, qu'est-ce qui peut se passer au niveau métabolique ou sur les différents organes. C'est souvent des études laboratoires qui sont faites sur des rats, par exemple, et chroniques également, hein, sur les rats également. Ces études sont également faites sur les mammifères, les oiseaux, les organismes aquatiques, hein, comme le poisson, les invertébrés qui vivent dans les eaux également, comme les algues, les daphnies, hein, les crustacés également. Et tous les organismes non cibles, au fait, qui peuvent être utiles à l'environnement, c'est le cas des pollinisateurs, par exemple. Et tout cela, hein, ce sont des demandes, des exigences, au fait, du règlement qui le demande. Donc, quand le danger est caractérisé par les études précédentes qui vont nous permettre de définir au fait les doses à laquelle le produit peut être nocif ou peut avoir des effets, que ce soit sur la mortalité, sur la reproduction ou sur des organes ciblés, hein. Donc, on va définir ces doses seuil, hein. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais on va définir des EC50. Donc, c'est les concentrations à laquelle on peut observer, par exemple, 50% de mortalité ou 50% de l'effet qu'on recherche. Ou bien, si c'est des études chroniques, on va vous déterminer la NOEC, par exemple, qui est la concentration sur laquelle on n'a pas observé d'effet, par exemple. Et euh, au niveau de l'environnement, on va voir quantifier au fait les processus de diffusion, donc le comportement de la substance une fois traitée. La substance et ses métabolites. Au fait, les métabolites, c'est tous les produits qui peuvent dériver au fait d'une transformation de la substance. On va regarder leur comportement. Par exemple, si le produit il est biodégradable, comment est-ce qu'il va se comporter dans le sol, dans les eaux, hein, souterraines et eaux de surface également. Si le produit il est par exemple volatile, on va naturellement en retrouver dans l'air. Par exemple, tout ça, ça va être quantifié pour voir se comparer à une concentration acceptable au niveau réglementaire, parce il va y avoir également des facteurs de sécurité suivant les directives qu'on suit. Très souvent pour les études aiguës, par exemple la DL50 qui va être trouvée va être divisé par 100, par exemple, ou bien si c'est des études chroniques, on va les diviser par 10 et ça va nous donner notre RAC. Maintenant, le produit quantifié au niveau de l'environnement, ça va permettre de définir ce qu'on appelle les concentrations prédictives dans l'environnement. Ces concentrations-là vont être comparées au fait aux concentrations qui vont être acceptables au niveau réglementaire pour chaque organisme ciblé, que ce soit pour les vers de terre, pour les abeilles, pour les organismes aquatiques. On va vraiment étudier chaque risque pour chaque organisme non ciblé et définir, s'il le faut, des mesures d'atténuation, comme je l'ai dit plus haut. Par exemple, si pour les poissons, il y a un risque qui serait pas acceptable, les officiels peuvent définir, par exemple, des mesures comme laisser des zones non traitées, donc les ZNT, de 15 mètres, de 5 mètres, de 20 mètres, pour que le risque soit acceptable pour les organismes aquatiques, par exemple, ou bien rallonger des délais entre les applications pour pouvoir faire passer le risque. Néanmoins, tu vois, malgré
les mesures d'atténuation, parfois, il y a des effets qui sont observés quand même sur les organismes non cibles. Je prends l'exemple des abeilles, hein, dont on a observé quand même une baisse de la population. C'est pas forcément lié qu'aux pesticides, mais ça fait partie au fait des facteurs qui sont soulignés dans la bibliographie, hein, et du coup, en France, il y a une nouvelle arrêté depuis 2021 qui définit au fait des horaires d'application, donc hors des périodes où elles sont actives. Ça va être 2 heures avant la levée du soleil ou bien 2 heures après le coucher, par exemple, pour traiter. Et ça, ce sont des mesures d'atténuation générale au niveau national. Et ça va être marqué sur les étiquettes s'il n'y a pas d'exemption, bien sûr. Mm. Donc là, on arrive à la classification. Donc la classification, donc toujours dans la caractérisation du danger. Il faut savoir que la classification au niveau mondial, elle est liée à un système qu'on appelle le système global harmonisé, hein, qui permet de faire la classification de différentes substances chimiques. Donc, c'est pas spécifique, hein, aux pesticides, mais euh, toutes les, euh, toutes les substances chimiques peuvent avoir une classification, incluant les médicaments aussi, hein, parce que parfois ces pictogrammes-là, vous pouvez les retrouver ailleurs. Au niveau européen, il y a le règlement CLP qui est une déclinaison de ce système global harmonisé, donc qui permet de classifier un produit par rapport à ses propriétés physiques, hein. Donc, on peut aussi avoir des pictogrammes qui sont liés aux résultats des tests toxicologiques dont on a parlé plus haut, mais également au comportement et devenir du produit dans l'environnement. Donc, suivant les différentes classes, hein, on va avoir des phrases de risque. Là, par exemple, éviter tout contact avec les yeux, la peau. En bas, c'est un exemple de classification d'un produit qui est classifié chronique, toxique chronique par rapport au, au risque pour l'environnement, pour les organismes aquatiques, par exemple. C'est pour ça, vous pouvez trouver aussi sur les emballages ne pas manger, boire en, en, en manipulant le produit, fermer sous clé, des choses comme ça. En fait, c'est des phrases toutes faites, hein, qui figurent déjà sur le règlement. Mais c'est des informations que vous allez aussi trouver sur l'étiquette des pesticides. Alors, dans l'évaluation du risque pour les consommateurs, là, on va parler des LMR, les limites maximales de résidus. Donc, il faut savoir ici que les consommateurs peuvent être exposés aux résidus de pesticides par différentes sources, que ce soit l'alimentation, par le travail pour ceux qui travaillent ou qui manipulent directement les produits chimiques, hein. Il va y avoir aussi l'exposition, rappelez-vous, sur le devenir et comportement dans la nature. On peut avoir des résidus dans la nappe phréatique et du coup qui se retrouvent aussi sur les eaux potables, hein, donc l'eau qu'on boit, et dans l'air pour les produits volatiles également qu'on peut respirer. Donc, pour déterminer les limites maximales de résidus, il y a les essais résidus, hein, qui sont aussi faits, qui sont des exigences de la réglementation. Donc, on estime la quantité de substances présentes dans les aliments ou l'eau potable qui peuvent être consommées quotidiennement, hein, par la personne tout au long de sa vie. Donc, et qui peut avoir un effet au fait sur la santé
Et après, on va déterminer l'RFD qui est la quantité maximum de substance que la personne peut consommer sans risque d'affecter sa santé également. Et ce sont ces endpoints-là qui vont permettre, avec les résultats des essais, de déterminer la limite maximale de résidus acceptable et aussi de définir avec les essais, bien sûr, plein champ, quels sont les délais avant récolte acceptables pour ne pas dépasser la DGA ou bien la RFT. Voilà. Donc, au niveau européen, si un produit n'a pas de LMR fixé, par défaut, c'est 0,01 mg par kilo. C'est un problème c'est un point important hein, pour la santé humaine et c'est des choses qui sont très contrôlées, en tout cas au niveau communautaire. Très important également pour aussi bien pour les substances actives autorisées comme non autorisées. Des contrôles sont faits et par exemple en 2021, près de 88 000 tests ont été faits et donc 96% étaient conformes, donc près de 4% qui n'étaient pas conformes ou qui dépassaient parfois les LMR fixés. Voilà, donc ça, c'est important, le respect des doses, les timings d'application, hein, les doses et également la disposition des contenants quand on a fini de traiter, parce que, rappelez-vous, on peut trouver des résidus également dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines. Donc c'est important de se séparer des contenants convenablement et de pas en laisser traîner partout, quoi. Donc, à l'issue de l'évaluation du risque, suivant les différents résultats, on peut avoir des mesures donc qui sont le port des EPI naturellement, vous le comprendrez, pour éviter l'exposition, que ce soit les masques, les combinaisons. J'ai pris en illustration cette image qui est faite par Phitéis, qui montre, par exemple, suivant les différentes phases d'opération, que ce soit le mélange, la préparation du mélange de traitement, pendant le traitement et après, quels sont les types d'équipements de protection individuelle qui sont les plus adaptés. Et de l'actualité sur le glyphosate. Vous avez tous entendu parler de son renouvellement en cours. On se rappelle tous du tweet de Emmanuel Macron en 2017 qui disait qu'il ferait tous pour que ça soit interdit en France au plus tard dans 3 ans. Donc, à l'époque, il visait 2020. Et aujourd'hui, en 2023, la substance est encore autorisée et même que l'EFSA a proposé son renouvellement encore pour 10 ans. Il faut comprendre au fait que l'histoire sur le glyphosate est partie des résultats du CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, et qui avait qualifié la substance comme potentiellement cancérogène. Alors que des instituts, des organismes sanitaires comme l'ECA en Europe, en Australie, la PVMA ou les autorités canadiennes, américaines ou suisses ne l'ont pas classé. En tout cas pour ce qui est du potentiel cancérogène de la substance. Donc, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces divergences? On souligne, rappelez-vous bien, la différence entre danger et risque, parce que les organismes sanitaires, ce qu'ils évaluent, c'est le risque. Si tous les produits devaient être retirés du fait de leur potentiel danger, je pense qu'il ne resterait pas grand-chose, aussi bien
sur les pesticides que les médicaments qu'on utilise tous les jours. Et donc, moi, je pense que les divergences viennent de là, également du type d'études évaluées. Souvent, les organismes sanitaires, ils évaluent des études hein, que soumet les industriels. Après, ça peut être discutable hein, parce que c'est les personnes qui font les requêtes qui font les études. Mais c'est fait également par des instituts qui sont potentiellement indépendantes et qui sont certifiés, comme je le disais plus haut, souvent c'est des organismes certifiés BPE ou BPL par des organismes certificateurs. Voilà. Donc aujourd'hui, la classification de la substance, c'est H318 hein, pour en ce qui concerne les lésions possibles sur les yeux. Donc quand vous utilisez ce type de produit, ce sera important de bien se protéger les yeux avec des lunettes protectrices. Hein. Après, il y a le classement aussi pour les organismes aquatiques. Donc il y a des risques possibles dans le long terme pour tous les organismes qui vivent dans l'eau. Donc, ceux qui sont à côté des eaux, les eaux superficielles ou la nappe, il faut bien, il faut bien respecter les doses, si nécessaire également laisser des zones tampons et des zones techniques non traitées. Sur le sujet, toujours aussi, hein, je pense la difficulté pour les filières agricoles de se débarrasser également de ce produit qui est une herbicide total connu pour son efficacité. Il y a un problème d'impasse technique de trouver un produit euh, qui soit aussi efficace et l'absence de moins alternatives qui soient accessibles à bon prix également parce que si c'est des petites exploitations c'est possible hein, le désherbage mécanique mais quand il y a des grandes exploitations qui font plus de 50 hectares vous imaginez faire le désherbage mécaniquement ou manuellement comme ce qu'on peut trouver chez nous le nombre d'employés que cela ferait et le coût et même l'impact sur le climat, hein, parce que ici les désherbages mécaniques se font avec les machines agricoles. Donc c'est à évaluer au cas par cas en fonction du type d'exploitation et des résultats qui sont possibles d'être trouvés. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit résumé hein, du travail qui a été abattu par l'EFSA depuis 2019. Donc près de 32 mois durant où ils ont étudié, évalué toutes les revues et les rapports scientifiques qui parlent du sujet sur le potentiel cancérogène de la substance. Ils ont produit, ils ont révisé près de 2400 études hein, sur le sujet, 180 000 pages, et il y a eu plus de 400 contributions qui ont été reçues parce que, au fait, dans la procédure d'évaluation de l'EFSA, il y a la transparence. Au fait, toutes les conclusions d'évaluation sont publiées et des gens, les populations comme vous et moi, ou des professionnels peuvent donner leur avis sur le sujet. Et du coup, il y a eu plus de 400 contributions et à l'issue de tout ce travail abattu-là, l'EFSA a proposé de ne pas classer la substance, en tout cas sur le potentiel cancérogène aujourd'hui. Alors pour terminer, je termine sur une proposition de geste responsable. Donc, il sera très important d'acheter auprès de distributeurs homologués qui vendent des produits qui ont été évalués hein, et qui peuvent aussi vous donner des conseils sur comment utiliser le produit et les moyens de se protéger.
Utiliser les produits que si nécessaire et sur les usages autorisés. Ne pas faire des traitements systématiques, hein. Bien lire l'étiquette, hein, pour comprendre quelles sont les restrictions, quelles sont les choses à ne pas faire, les mélanges de compatibilité, rappelez-vous, ne pas tout mélanger et tout mettre ensemble. Il y en a pour des questions de praticité, ils vont mélanger insecticides, fongicides, etc. Il peut y avoir des restrictions parfois mentionnées sur l'étiquette, c'est très très important. Protéger d'abord sa propre santé, hein, et celle de son entourage en utilisant les équipements de protection individuelle, mais aussi disposer des produits de manière convenable. S'il y a un système de récupération des emballages vides, c'est à respecter, hein. Ne protéger les points d'eau, également ceux qui habitent aux côtés, ou les agriculteurs qui sont aux côtés des points d'eau. Bien respecter les doses. S'il y a des zones non traitées, des obligations de laisser des zones tampons, bien les respecter. Protéger aussi les pollinisateurs comme les abeilles, limiter au maximum les traitements pendant les floraisons si possible, et, euh, et aussi la faune qui n'est pas ciblée. C'est surtout sur le respect des doses et les indications qui sont indiquées sur l'étiquette. J'essaie d'être brève, mais c'est pas très évident avec le sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des points que j'ai pas bien développés et qui vous paraissaient importants, n'hésitez pas à venir dans la discussion et à me donner vos avis sur la réglementation telle que vous aimeriez le voir chez nous, ou bien les limites, hein, de celle-ci. On pourra toujours en discuter, ce sera avec plaisir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bakari Aïssa Thioub, Mami Baye Dieynaba, yaa doon Mama Rabilaay ma ca Medina.